Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une 403e rencontre Vlil. Et ce soir, donc, on a la chance de recevoir Maya Thirier pour son roman Sans Éden aux éditions Emmanuel Colas, sorti il y a déjà presque un mois. Alors, Maya, c'est un premier roman et c'est toujours très agréable de découvrir de nouvelles plumes, de nouvelles voix, de nouvelles façons d'écrire aussi. On reparlera de votre style tout à l'heure. Vous êtes né à Montpellier, vous avez longtemps travaillé au CNL, vous avez beaucoup écrit pour le cinéma et réalisé plusieurs courts et moyens métrages. Et puis vous avez décidé de changer de voie, de faire des études de psychologie. Que s'est-il passé, Maya, pour débuter, puisque la psychologie fait aussi partie de Sans Éden. La question n'est pas anodine. Oui, bah, je pense que ce qui s'est passé déjà, c'est tout simplement une question d'âge qui a été, comment dire, le psychanalyste Jung parlait de synchronicité parfois un peu particulière, et il se trouve que la crise du Covid est venue à peu près au même moment que la crise du milieu, la fameuse crise du milieu de la vie, où je me suis rendu compte que j'avais changé depuis le moment où j'entrais dans la vie adulte. On n'est pas le même adulte toute sa vie, et là, en l'occurrence, j'ai eu ce moment de crise du milieu de la vie et justement avec cette idée comment dire, que soutenait Jung, qui était qu'il y a il y aurait, d'après lui, je trouve ça très intéressant, trois moments cruciaux dans la vie d'un sujet, enfin, d'un individu. C'est la petite enfance, le passage à l'âge adulte et le milieu de la vie. Et il trouve qu'il est bon de ne pas sacrifier ce troisième moment qui est très souvent, comment dire, négligé, comme si une fois qu'on était entré dans l'âge adulte et dans la vie adulte, on avait comment dire, fait l'essentiel et on s'autorisait pas un peu comment dire, ce moment qui est désagréable, puisqu'une crise c'est désagréable, mais qui est nécessaire pour entrer dans une deuxième moitié de vie possiblement différente. Et donc c'est vrai que le Covid, bah, quand on fait du cinéma d'auteur et en plus du cinéma d'auteur particulièrement confidentiel, c'était une catastrophe. On savait très bien qu'on ne pourrait plus vraiment financer ces projets. On devenait vraiment trop nombreux sur la ligne d'attente pour donner une image un peu comique. Je pense à ces gens qui gravissent l'Everest pour mettre ça sur leur CV et qui, une fois qu'ils sont là-haut, ils sont coincés dans la file d'attente. Et comme ils sont coincés dans la file d'attente, bah, ils meurent de froid, ils meurent d'hypoxie. Enfin, bon, il ne faut pas rester coincé dans une file d'attente, il ne faut pas se mettre dans ce genre de situation. Donc, je me suis dit, j'en ai assez d'attendre. Et c'est là où j'ai euh, pas commencé à écrire la fiction littéraire, parce que ça, j'ai toujours fait. Donc ça, c'était pas nouveau. Mais où, de façon concomitante, j'ai construit ce projet personnel de devenir psychologue en même temps qu'inventer cette histoire qui correspond à une crise profonde. Voilà. Très bien. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je vous fais un bref résumé de Sans Éden. Trois personnages principaux. D'abord, Gabrielle, qui n'a jamais vraiment dépassé Éden, son ex-femme, quand elle lui demande de conduire leur fils Tom dans une maison de campagne louée pendant le confinement. Donc, vous voyez bien qu'il y a véritablement aussi un moment charnière de notre existence qui est aussi dans le roman. Gabrielle accepte à contre-cœur. De l'autre côté, Eden, infirmière à l'hôpital, tarde à les rejoindre, ou peut-être ne les rejoindra tel jamais, ça vous le saurez dans le roman. Mais c'est surtout un moment charnière aussi pour les trois personnages. Gabriel et Tom vont se retrouver totalement isolés dans ce lieu qui est à la fois étrange, qui est chargé de silence. La nuit, des objets bougent, où on croit entendre des pleurs, une atmosphère qui se fait de plus en plus oppressante, et puis autour d'eux, un voisinage très énigmatique, un propriétaire absent, un pisteur de loups, un décorateur de cinéma, un garçon boucher, une chienne blanche. Chacun va intervenir. Dans quelle mesure vont-ils les aider ou les surveiller? Ça, vous le découvrirez également. Et surtout, où est passé Eden? Puisque dans ce huis clos qui est au seuil du fantastique et du thriller, mais en réalité où il y a beaucoup plus de genres, vous explorez l'amour, vous explorez la solitude, l'isolement, la peur qui se tisse quand l'absence devient inquiétante. Maya Thirier, d'où vient ce roman? Quand on écrit un premier roman comme celui-ci, avec
beaucoup de thématiques, avec beaucoup de complexité finalement dans la psychologie des personnages. J'ai cru comprendre que ce n'était pas véritablement votre premier roman, vous en étiez à un deuxième essai ou un troisième, vous allez nous en dire davantage, mais d'où vient Sans Éden? Alors en effet, c'est pas un premier roman. J'en avais écrit un premier auparavant. Que j'ai pas réussi à faire éditer, je dirais pour l'instant, parce que finalement, je l'ai terminé justement au moment de la crise dont je parlais tout à l'heure, et je l'ai envoyé à peu près en même temps que tous les gens qui avaient écrit un peu leurs journaux de confinement, etc., avaient envoyé leur propre travail auprès des éditeurs. Et c'est vrai que c'était un peu absurde de le faire à ce moment-là, dans la mesure où moi, ce roman, ça faisait 10 ans que je travaillais dessus et que finalement, je l'envoyais à un moment où les éditeurs ne lisaient tout simplement plus les manuscrits qui leur arrivaient. Donc, euh, où est-ce que je voulais en venir? Je sais plus. Euh, D'où venait le premier Pardon, roman? j'ai perdu le fil. D'où venait Sans Éden finalement? Oui, c'est ça. Donc, c'était pas un premier roman. En revanche, justement, comment dire, je souhaitais absolument contenir une imagination que je pensais être quand même un peu trop débordante. Donc, essayer de faire une espèce de compromis entre l'imagination échevelée que je peux avoir et puis une espèce de huis clos qui soit pas complètement un huis clos parce que je suis assez claustrophobe, assez asthmatique. Enfin, les huis clos stricts, c'est pas du tout mon truc. J'avais besoin qu'il y ait de l'air, mais une espèce de, oui, de huis clos en plein air. On peut voir ça dans les films de Guy Roddy, par exemple. Je pense à L'Inconnu du lac. Enfin, voilà, des espèces quelque chose d'un peu ramassé en plein air. Et c'est vrai que là, je parlais de L'Inconnu du lac de Guy Roddy, et ma foi, euh, oui, c'est peut-être une des formes narratives, quand bien même c'est un film qui m'a, comment dire, donner des jalons. Il y a quelques œuvres comme ça qui m'ont donné des jalons. Oui, L'inconnu du lac, Les jours de mon abandon de Elena Ferrante. C'est des moments de crise avec des genres qui sont pas clairs, tragicomiques, fantastiques ou réalistes, on ne sait pas très bien, et qui pourtant se tiennent parce que avec quand même un temps, une tension, quelque chose de ramassé. Et c'est ce que je voulais. D'ailleurs, le premier roman que vous aviez écrit, est-ce qu'il était différent de celui-ci? Est-ce que les thématiques étaient similaires? Comment vous en êtes extrait finalement aussi? Alors, il est beaucoup plus long. Il est 2 fois plus long déjà. Donc, il y a beaucoup plus de personnages. Donc, on va dire qu'il est bien plus éclaté formellement. Et c'est pour ça que je commence à parler de la forme. C'est-à-dire que là, pour celui-ci, je m'étais imposé quand même une forme plus contenue, plus contenante. Voilà, à l'écriture et aussi pour le lecteur. Donc, le premier était beaucoup plus éclaté. Ce qui ne change pas, je pense, c'est mon style d'écriture. Euh, et c'est l'âme des personnages. Quand bien même ce ne sont pas les mêmes personnages, évidemment, je pense que je pense, oui, avoir un style d'écriture et un style de personnage qui n'a pas changé de l'un à l'autre. Tout à l'heure, vous parliez de cette imagination débordante. Comment elle se matérialise? Est-ce que c'est le début? Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est une scène, une phrase qui vous permet de commencer à écrire, de développer quelque chose, de développer des personnages, une trame narrative? Finalement, qu'est-ce qui vient en premier quand on a autant d'imagination? Bah, qu'est-ce qui vient en premier? Il n'y a pas de premier, puisqu'en fait, c'est tout le temps. C'est un peu constant. Le problème, ça sera plutôt de contenir les choses, de choisir, en fait. C'est plutôt une question de choix. Et, comment dire, qu'est-ce qui vient en premier? Là, en l'occurrence, pour Sans Aden, très clairement, ce qui est venu en premier, c'était la volonté de, autant que faire se peut, de mettre tous les moyens en œuvre pour essayer de créer chez le lecteur euh, une expérience de lecture où il y a une sensation de vertige. J'ai aucune idée de si je suis parvenue ou pas, mais en tout cas, la première chose qui m'est venue en tête, c'est créer un vertige à un moment donné dans le livre. Voilà, c'est cette sensation de vertige parce que je pense que sur bien des sujets,
Il faut faire la distinction entre ce qu'on connaît, par exemple sur voilà, certaines fragilités psychiques, certains moments de crise, la peur. Enfin, il y a une différence entre le fait de connaître et le fait de comprendre. La connaissance, ça serait plutôt du domaine, je sais pas moi, de l'autofiction, du témoignage ou du travail de l'essai, enfin de plein d'autres genres. Mais je pense que la fiction peut aider non pas à connaître, mais à comprendre. Et donc, c'était ça que je voulais au début, c'était créer ce vertige qui puisse faire comprendre cet état psychique très particulier. Je ne sais pas si c'est clair, Oui, c'est clair, c'est clair. En tout cas, quand on a lu le livre, c'est très clair. Voilà, c'est évident. Vous créez un tandem père-fils, une relation paternelle extrêmement puissante, extrêmement forte, où le père fait presque figure de maillon faible, finalement, dans cette relation avec Tom, Gabriel, donc le père, Tom, l'enfant. Pourquoi vous avez décidé de changer finalement les codes? Vous avez clairement changé les codes, une héroïne totalement absente, en tout cas non, je n'en dis rien, une héroïne absente, en tout cas un personnage féminin absent, et un père qui doit donc gérer ses vacances qui lui ont été imposées, et en même temps, c'est aussi un maillon faible par rapport à ses problèmes, on peut le dire, psychologiques, on peut le dire, oui. Pourquoi vous avez choisi Oui, oui, tout d'investir à fait. dans la C'est quelqu'un de fragile. C'est quelqu'un de fragile. fragile? Euh, Et vous voyez, je dis c'est quelqu'un, je suis très enfantine là-dessus parce que j'ai beau inventer des personnages, j'y pense tellement longtemps avant de commencer à écrire vraiment le roman que je suis comme une enfant avec ses amis imaginaires. C'est-à-dire, j'en parle de personnes réelles. Donc, je dis Gabriel, c'est quelqu'un. Bon, en fait, c'est un personnage, mais c'est vrai que sa fragilité, elle est là dès le départ. Et après, il s'agit aussi de prendre à revers comment dire, certaines impressions de fragilité avec qui peuvent se retourner comme un gant au fur et à mesure où avance le roman, en fait. On peut avoir l'impression que Gabriel perd complètement pied, euh, et puis être dérouté finalement par quelqu'un qui, en effet, euh, comment dire, est fragile comme du verre, mais qui fait comme il peut, en fait. Après, tout ce que je peux vous dire quand vous disiez inverser, c'est inverser quoi, en fait? Sur le fait que c'est le père qui... Mais que c'est le fils, ou presque, Oui, qui oui, oui, prend, entre guillemets, les rênes. et oui. Mais ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent, l'inversion des rôles. Tout simplement, c'est pour ça que j'ai voulu le faire. C'est parce que ce sont des choses qui arrivent. Alors, par rapport justement à Tom, puisque son âge n'est pas précisé dans le roman, on sait qu'à peu près, il est en tout cas, il sait lire. Il est quand même plutôt à l'aise, À peu entre près. Il guillemets, sait à peu près à peu lire. près lire. Voilà, donc on imagine un âge approximatif. Mais pourquoi vous aviez envie de mettre autant aussi de mystère autour de chacun des personnages? Qu'est-ce que ça entraîne narrativement? Alors, sur l'âge de Tom, en fait, j'ai hésité au début, je donnais un âge. Et puis après, je me suis rendu compte que selon les lectures avec mes éditrices, hein, selon les personnalités de chacun, telle allait être choquée parce que en se disant, bah non, il est beaucoup trop jeune pour vivre ce qu'il vit, alors que pour moi, ça me semblait pas être trop jeune, ou pour une autre allait dire, non, non, moi j'imaginais plutôt tel âge que tel autre. Et si vous voulez, ces différences finalement en fonction des expériences qu'on a chacun et chacune eues, fait que je me suis dit finalement, il faut juste savoir que, puisque c'est ça l'essentiel, qu'il est en train voilà, il est en train d'apprendre à lire, il passe particulièrement en avance, mais sans donner un âge précis. Voilà, je trouvais ça important parce que sinon ça pouvait trop, comment dire, déstabiliser certains ou certaines. Et puis la période, c'est une période du Covid, du confinement, qui évidemment est particulièrement riche pour un écrivain, j'imagine, parce qu'on peut aussi refaire l'histoire, on peut aussi la travailler de manière différente. Pourquoi vous avez choisi ce moment charnière? Est-ce que ça vous a marqué particulièrement pour ensuite essayer d'avoir une trame de fond extrêmement angoissante, puisque clairement, que ce soit les premiers mois ou les premières semaines, beaucoup de monde était dans un état totalement
lunaire, clairement, c'était un moment charnière, et pourtant, peu d'écrivains tentent la chose, en tout cas en roman, en autofiction, où tout à l'heure vous parliez de journaux de confinement, clairement, on en a eu beaucoup, et c'est pas forcément une bonne chose. Mais littérairement, qu'est-ce que ça vous, est-ce que ça vous sert finalement? Comment ça vous sert? Oui, en fait, moi, je trouve que, si vous voulez, j'ai trouvé que c'est justement sur la passion que j'ai pour les genres, que ce soit le roman noir ou le film noir ou le fantastique. Et le principe du fantastique, c'est que justement, on est à la lisière entre deux mondes, on ne sait pas bien lequel. Et ben, j'ai trouvé qu'en fait, au moment du Covid, il y a eu des moments où on l'a tous éprouvé, ça. C'est-à-dire le fait que les contours du réel étaient plus très clairs pour les uns et les autres, c'était quand même terriblement dystopique. D'aller dans des commerces avec les vitres partout, tous les gens avec des masques. Euh, la fuite aussi quand on était en région parisienne, cette espèce de fuite de Paris. Alors moi, je l'ai vécu un peu plus tôt parce que comme j'avais des très graves, enfin des très gros problèmes respiratoires, j'étais partie avant le début du confinement à la campagne avec mes enfants. Mais pour être sûre de ne pas attraper le virus. Mais je trouve qu'en fait, finalement, on a tous fait l'épreuve un peu quand même de voir le monde euh, j'allais dire réel, vaciller. Je trouve que c'était très déstabilisant de ce point de vue-là et que c'était quelque chose peut-être à partager avec un certain nombre de lecteurs, cette expérience paranormale en fait, un peu. Ouais, dystopique, paranormal, clairement. Et c'est aussi pour ça que la langue que vous utilisez est presque, est très aérienne, elle est très en dents de scie, elle est très intéressante. C'est plutôt rare de lire ce genre d'écriture. C'est quasiment un personnage en soi, en fait, cette langue-là. C'est Euh, vrai. et- Enfin, et- c'est vrai dans le sens où je suis très contente que vous disiez ça parce que c'est très rare qu'on me le fasse remarquer. Et en fait, et ça c'était aussi présent dans mon premier roman, j'essaie que la narratrice, en fait, ne soit pas totalement neutre. C'est-à-dire et ça c'est un travail qui me comment dire qui me tient énormément à cœur, qui me prend énormément de temps pour essayer d'instiller quelque chose comme un ton qui n'est pas neutre, mais qui doit pas être trop présent non plus, parce que je veux pas non plus de distanciation ironique qui ferait qu'on perdrait de vue la détresse des personnages, vous voyez. Mais c'est vrai que du coup, je suis très contente que vous parliez de personnages parce que c'est ténu, mais pour moi c'est très important. Est-ce que justement l'apport du cinéma vous permet de stylistiquement faire quelque chose de différent ou en tout cas d'à côté? Est-ce que dans les plans de vue, est-ce que dans les plans séquences, est-ce qu'il y a des manières, des figures de style entre guillemets cinématographiques qui vous permettent de vous rapprocher aussi en littérature de ce genre de choses? Probablement, mais en fait, c'est tellement présent chez moi, enfin, voilà, comme chez tout Inconscient. cinéphile, c'est tellement présent que j'en ai même pas conscience. Mais oui, probablement, ne serait-ce que dans les dialogues, euh, oui, ne serait-ce que, bien sûr, que c'est très présent dans les dialogues et surtout, et je pense, oui, c'est ça. Je pense que là où, pour le coup, d'un point de vue technique, ça a pu m'aider, c'est sur la gestion des lieux. Parce que comme je tiens à ce que le suspense fonctionne et que le final soit réussi, c'est quelque chose auquel je travaille voilà, depuis le début du livre. Il faut arriver à ce final. D'ailleurs, j'avais toujours je suis en train de me dire, vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qui est venu en premier? Et voilà, ce qui est venu en premier, c'est la fin. C'est-à-dire que j'ai toujours eu en tête le conseil que donne Luc Moulet, qui est un cinéaste voilà, assez confidentiel, qui a beaucoup travaillé avec très peu de moyens jusqu'à un âge encore très avancé. Et il disait, en fait, on ne commence pas un film tant qu'on n'a pas le dernier plan. Et en fait, j'ai commencé, maintenant je peux vous répondre, ça, mais j'avais oublié, mais en fait maintenant je peux vous répondre. J'ai commencé à écrire quand j'ai eu le dernier plan. Et là, pour le coup, c'est un plan que j'avais, un cadre, un cadrage. Je l'avais. Voilà. Donc, donc oui, bien sûr, j'ai tout le temps un langage cinématographique en tête et qui m'est parfaitement naturel, en fait. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'en effet, beaucoup d'auteurs ont des références souvent très littéraires. Là, pour le coup, c'est très cinématographique. Et c'est intéressant de voir que depuis tout à l'heure, vous citez beaucoup de références cinématographiques. Ça veut bien dire que votre œil, il est quand même
aussi différents, et c'est ce qui fait aussi le charme de ce roman. Euh, on n'a pas parlé du lieu de la Prugne, ce petit village à la campagne. Est-ce qu'il existe d'ailleurs? J'ai pas regardé, j'ai pas vérifié s'il existait, je pense pas, mais Alors, c'est un nom que j'ai trouvé sur une carte, donc il existe, ok. mais c'est pas. Donc, j'aimais ce nom m'a plu. Après, c'est un mélange, c'est complètement imaginaire, c'est un mélange d'un lieu, enfin, finalement, de village de mon enfance, je dirais. Voilà, j'ai mélangé plusieurs lieux. Autant la maison, le rez-de-chaussée, c'est vraiment la mienne. Cette maison qui s'écroule et qui est fissurée de partout, ça, c'est la mienne. Autant le village, c'est une recomposition de plusieurs villages de mon enfance. Voilà, mais oui, et sur le cinéma, c'est ça que je voulais dire, c'est sur la composition, sur ça pour le coup, c'était parfaitement conscient, c'était le fait comment dire, de façon euh, un petit peu dispersée au gré des séquences, permettre au lecteur de parfaitement visualiser et la maison, et le jardin, et le hameau, tout ça. Et vraiment que le lecteur soit complètement familier des lieux pour que quand l'action arrive, il puisse tout voir, en fait. Alors vous disiez que votre maison était en lambeaux ou presque. Comment s'est organisée l'écriture justement? Est-ce que c'était plutôt chaos, plutôt discipline? Comment vous vous êtes organisé pour aboutir à ce roman? Non, bah, c'est plutôt chaos. Comment dire? Je suis très lente, très très lente. Donc c'est vraiment des années. Puis je suis très maniaque, donc je me relis énormément. J'ai beaucoup de mal à avancer. Je suis très lente. J'écris. Euh, comment dire, dans une bulle. Non, c'est pas, c'est pas facile, c'est très laborieux en fait. Et après, je travaille énormément pour effacer toute la sueur, pour sécher la sueur, effacer tout l'effort, pour qu'on ait enfin, en tout cas, mon but, je sais pas si, pas du tout s'il est atteint, mais en tout cas, mon but, c'est qu'on ne voit pas du tout l'effort. En revanche, je suis vraiment très besogneuse. C'est une quantité de travail euh, absolument phénoménale, hein. Eh bien voilà, c'est comme ça. Je suis très très lente à écrire. Très bien. Eh bien, c'est le moment de nous lire un premier extrait. Maya, c'est à vous. Oui. Donc le premier, j'en ai choisi un tout court pour le premier. Donc c'est un moment où Gabriel, qui déteste la maison où il a été envoyé avec son fils, va visiter la maison d'un voisin qu'il a rencontré une seule fois, 10 minutes peut-être. Et ce voisin l'a invité pour l'apéro. Donc il y va pour la première fois. Gabriel adore cette maison, sans insectes ni le moindre bibelot, splendidement vide. Vide comme une maison de location saisonnière, ou plutôt comme l'idée qu'on se fait d'une maison de location saisonnière, à milieu de celle qu'a louée Éden, par exemple, cette maison pleine de choses inutiles et sales. Joao est décorateur pour le cinéma et la télévision, mais dans sa vie personnelle, il a le bon goût d'être allergique aux choses. Ici, rien qui ne soit strictement nécessaire, nul objet de déco. Seule coquetterie, des aplats très soignés, chaque pan de mur étant recouvert d'une teinte particulière, d'un motif différent, peint sur le plâtre ou encollé, qui compose un ensemble à la fois surprenant et doux, élégant et sensible. Au gré de leurs déplacements, Tom, Gabriel et Joao se trouvent réinventés par les fonds sur lesquels ils viennent se détacher. Peinture indigo mat, carrelage poudré, son brillant, papier peint jungle, chacun prend tour à tour des airs d'aventurier lunaire, ou d'amoureux lunaire, ou de héros, lunaire aussi, d'un film d'horreur dont l'action n'aurait pas encore commencé. Merci. Voilà. Qu'est-ce que vous feriez d'ailleurs s'il y avait une attaque de zombies prochainement? Alors, j'adore imaginer ça, mais vraiment, j'y crois pas. C'est-à-dire, je connais des gens hein, qui adorent se poser la question en début d'apéro, puis en fin d'apéro, puis en toute fin de soirée. Bon, c'est très amusant, mais je, je- à chaque fois que j'invente des fictions, ça m'est arrivé pour un moyen métrage, ça m'est arrivé pour mon premier roman. Tout le temps, j'aime les fantômes, j'aime le paranormal, mais en fait, je n'y crois pas pour de vrai. C'est-à-dire, il y en a qui y croient, moi, je n'y crois pas. Donc, je me pose pas vraiment cette question. Voilà, je dis ça puisque évidemment c'est un dialogue qui revient de Tout manière à fait.
voilà, qui devient, qui est récurrent entre Tom et... Et qui est récurrent dans ma vie avec mes proches. C'est des phrases que j'entends souvent. Qu'est-ce qu'on fait là en cas d'attaque de zombies? Voilà, à différentes heures de la soirée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chez Emmanuel Colas, c'est peut-être le premier texte de genre. Il ne me semble pas que dans le catalogue, il y ait eu des textes de genre, même si, à mon sens, c'est trop restrictif de classer ainsi, mais en tout cas, un thriller à la limite du fantastique. Comment vous avez travaillé justement avec Emmanuel Colas par rapport à cela? Est-ce que vous avez dû la convaincre aussi de rester dans ce genre-là? Non, j'ai pas du tout eu à la convaincre. Ça lui a beaucoup plu. Elle et Julie Doriol qui m'ont invitée puisqu'elles étaient deux à m'accueillir. Et en fait, là, ce qu'on a travaillé, c'est faire en sorte que toute la partie justement technique d'un livre de genre, qui, qui, qui a trait finalement au suspense, hein, tout simplement, euh, j'avais besoin de leur retour pour savoir où est-ce que c'était parfaitement évident ou au contraire très obscur. C'est-à-dire que moi, je voulais que le lecteur puisse suivre petit à petit les indices que je donnais jusqu'à la résolution finale, etc. Mais ça, on a besoin de regard extérieur. Donc, on a vraiment travaillé ça sérieusement pour qu'il y ait surprise, mais pas confusion. Donc ça, c'était... Donc on a pris très, très... Elles ont pris très au sérieux cette partie de genre, justement. Donc voilà. Et après, je sais qu'Emmanuel Colas, qu'il a touché avant tout, c'est la relation père-fille. C'est après que ça prenne cette forme-là, que ça prenne la forme du fantastique, du livre noir, etc. Pourquoi pas? Mais pour elle, ce qui comptait, c'était le fait que ça raconte quelque chose de lien père-fils et d'un petit garçon, vraiment d'une histoire d'amour fou entre un petit garçon et son père. Et voilà. Et il se trouve que le livre de genre est là presque, comment dire, euh, en plus, on va dire. Je pense, hein, je veux pas parler à sa place, mais j'ai l'impression qu'elle l'a reçu comme ça, ce livre. C'est comme ça, en tout cas, qu'elle nous en a parlé il y a quelque temps. Euh, à côté de ça, il y a Eden, qui est extrêmement absente tout au long du livre, mais au final extrêmement présente. C'est ça qui est très intéressant, c'est que vous avez réussi déjà, un, à la mettre sur le titre, même si elle est absente, mais elle est donc du coup, pour le coup, extrêmement présente. Pourquoi vous avez fait ce choix-là, justement, d'avoir un personnage féminin qui, pour une fois, est en retrait, ou en tout cas est en, comment dire, en calque, en filigrane. Alors pourquoi vous dites pour une fois Ah, c'est plutôt rare. En principe, on a beaucoup de ah personnages oui? féminins très présents en littérature, très marqués, très marquants, en tout cas depuis une quinzaine d'années. Heureusement d'ailleurs, hein, parce qu'avant c'était quand même plus Ouais. compliqué. Mais la faire entre guillemets disparaître, c'est un choix fort, je trouve. C'est un choix pas commercial. Et ça, j'aime. Alors, j'y ai même pas pensé. En fait, moi, j'ai un truc tout simple, c'est que enfin, comment dire, mais d'ailleurs, je suis en train d'y travailler. C'est le prochain livre que j'écris. Je voudrais que le personnage principal soit une femme, parce qu'en fait, mon truc à chaque fois, c'est pour être tranquille et ne pas avoir peur de me livrer. Je choisis un personnage qui est l'opposé de moi. Donc là, il va être un homme très grand, costaud, métis. Voilà, tout un tas de caractéristiques que je n'ai pas. Et là, je me sens libre je me sens libre de le nourrir, ce personnage, avec tout ce que je veux, parce que je me sens à l'abri, je me sens protégée par ça. Donc, du coup, le changement de genre, alors là, pour le coup, pas le genre littéraire, mais de genre de sexe, en fait, en fait, c'est vraiment quelque chose dont j'ai l'habitude et que j'aime faire. Et je me mets au défi pour le prochain livre de pas passer par ce biais-là et de choisir un personnage féminin comme personnage principal. Mais je ne sais pas si je vais y arriver, parce qu'en même temps, pourquoi faire? Pourquoi faire ça alors que je me sens tellement tranquille à imaginer mes grands gaillards qui vont mal. C'est bon. Très bien. Et d'ailleurs, tout au long du livre, on en apprend
un petit peu plus sur les personnages tout au long du livre. Vous distillez finalement des petites informations à chaque fois, sans nous en dire trop. On a rarement un topo sur chaque personnage sur les deux premiers chapitres. C'est très distillé et c'est ça qui est aussi très Ouais. intéressant puisqu'on comprend aussi comment la famille s'est entre guillemets disloquée. Comment Gabriel et Eden en sont arrivés à divorcer et d'autres choses encore, bref. Ça fait partie du tissu narratif cinématographique et littéraire pour le coup. Euh, Jusqu'où vous vous êtes arrêté? Est-ce que vous vous êtes dit, là, il va falloir quand même donner un petit peu de grain à moudre au lecteur parce que sinon, on va en avoir finalement pas assez et on va pas forcément avoir envie de continuer. Est-ce que vous vous êtes posé la question aussi des petites graines que vous semiez? Oui, oui, alors je me la suis posée après, moi, c'est c'est un plaisir que j'ai, si vous voulez, comment dire, en tant que lectrice, j'ai plaisir à découvrir progressivement un personnage, un peu comme dans la vie, on va découvrir progressivement une personne. Les gens ne se présentent pas, enfin, sauf quand on a un entretien d'embauche ou on envoie un CV, bon. Mais sinon, il n'y a pas on n'a pas une vue d'ensemble sur la personne. C'est fragmentaire. C'est une première impression. Donc moi, c'est vrai que j'aime beaucoup présenter mes personnages de fiction de cette façon-là, c'est-à-dire d'une façon fragmentaire qui ressemble à la façon qu'on a de rencontrer les gens dans la vie. Ben, ça prend un petit peu de temps de savoir ce qui leur est arrivé avant, de connaître leur drame intime. Ça se présente pas en premier. Et C'est ça que j'essaye de recréer. c'est très fin. Et puis il y a tous ces alentours, tous ces voisins, comment dire, extrêmement hauts en couleur, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils viennent d'où tous ces personnages-là? Comment vous façonnez un personnage pisteur de loups, chasseur de loups? Bref, il y a des personnages totalement presque ubuesques, mais en réalité, il y a quand même beaucoup de vrai dans ces personnages-là. Ils ont quand même des caractéristiques très particulières. Oui, ben ça, tout simplement, je dirais que c'est tout naturel. Il suffit enfin, comment dire, il y a beaucoup de genres romanesques en fait. Comment dire, c'est en ça que je trouve que le roman est un genre important. C'est tout simplement que dans la vie, il y a beaucoup de genres romanesques. Et, et, euh, et quand ils s'autorisent certaines excentricités, ça devient immédiatement des personnages. Mais en fait, je trouve qu'on en croise tout le temps. C'est, c'est- j'ai Oui, ils ont un côté un peu farfelu, mais enfin, j'ai l'impression qu'on en croise tout le temps des gens un peu farfelus, en fait. Pour moi, ça fait partie de la vie, les gens romanesques. Vous voyez ce que je... Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais... Ouais, en effet, bon, il y en a souvent moins que des gens plutôt normaux, entre guillemets, mais ma question d'après est celle de la folie, parce que à partir de quand est-on fou? C'est aussi une question que je me suis posée en lisant le parcours de Gabriel et du roman, c'est extrêmement subjectif. Alors, il y a des cas, en effet, psychiatriques, bien entendu, mais dans un roman, en tout cas, le lecteur, en tout cas moi comme lecteur, je me suis posé cette question de la folie. À partir de quel moment, de quel événement devient-on fou? Est-ce que vous vous êtes aussi posé la question et de la limite finalement et de l'envergure que prenait votre personnage comme Gabriel? Alors, oui, moi, Gabriel, je l'ai construit surtout comme quelqu'un de fragile. Après, sur la folie, justement, je vais certainement. Enfin, l'idée n'est pas du tout de faire un essai là-dessus. Pour moi, c'est surtout que c'est pas une essence. C'est un état qu'on peut embrasser un moment puis quitter. C'est pas une essence. Quand je dis, par exemple, quand je l'appelle le fou dans le livre, j'emploie le langage des autres, j'emploie le langage d'autres personnages. C'est pas du tout le mien là pour le coup. C'est du discours indirect libre. Euh, voilà, pour moi la folie c'est un état, c'est pas une essence. On y entre, on en ressort, et parfois il faut bien vivre avec, mais comme quelque chose à côté de soi. Je pense pas que ce soit euh, comment dire, que ça définisse quiconque. En tout cas, ça définit pas mon personnage principal. Euh, En revanche, il a une certaine fragilité, même une fragilité certaine. Et ça, j'ai essayé de le travailler d'une façon
qu'il soit pas tragique, parce que justement, je n'ai pas envie de donner une frontière stricte entre ce qui est, comment dire, de l'excentricité et ce qui est du borderline. Ma foi, bon, euh, j'ai pas envie d'être claire là-dessus. Et c'est vrai que sur ce personnage, entre les moments où il grille parce qu'il fume trop, ou parce que, bon, c'est les choses sont pas claires et j'avais pas envie qu'elles le soient parce que je crois pas qu'elles le sont de toute façon. Très bien. Et puis, il y a aussi le sujet euh, de l'évocation des absents, en tout cas de chercher certaines vérités au travers des absents. Tout à l'heure, vous disiez que vous ne croyez finalement à rien, ou presque. Mais est-ce que tout cela, finalement, n'est qu'un fantasme? Est-ce que votre envie, au détour d'un roman, au détour de la littérature, est-ce que vos fantasmes sont dans ce roman? Euh, Oui, je sais, vous m'avez dit tout à l'heure que vous ne vouliez pas vous dévoiler. non, non, mais euh, que dire? Je serais bien embarrassée de répondre à cette question. Euh, Comment dire? Pour moi, il y a d'abord l'émotion et après, je cherche à lui donner un corps. Donc, l'émotion sur laquelle je voulais vraiment travailler, c'était la peur. Donc, vraiment, c'était, voilà, je voulais vraiment travailler sur la peur et sur le vertige dans un moment de peur. Donc, il s'agissait de prendre un personnage angoissé. Donc, l'angoisse, c'est quelque chose d'un peu flou, d'un peu confus. Bon, la peur, ça devient plus précis, ça devient une histoire, ça devient un récit. Et donc là-dessus, oui, je suis comme une enfant qui joue à se faire peur. Oui, ça c'est de ce point de vue-là, c'est fantasmatique. Et puis Gabriel a une relation aussi particulière, animée avec son médecin. Ça donne aussi beaucoup de corps au garde-fou finalement de son état extrêmement fragile dont vous parliez. Le médecin Mm. qui est aussi en pleine crise Covid, hein, Ouais. concrètement, donc ça donne aussi une dimension supplémentaire. C'est d'ailleurs surprenant qu'il ait réussi à avoir autant de rendez-vous en période Covid. Mais pour le coup, il y a une relation aussi qui se noue entre eux, qui est particulièrement presque émouvante. Ah bah j'espère. Enfin, en tout cas, moi, en tout cas, moi, elle m'émeut telle que je l'ai imaginée. C'est-à-dire que, en fait, ils se connaissent d'avant déjà. Hein. C'est pas un c'est pas un psy qu'il rencontre au moment du Covid. C'est quelqu'un qui le suit depuis longtemps. Et en fait, s'il lui donne autant de rendez-vous, c'est qu'il est très, très, très inquiet. Non seulement pour Gabriel, mais aussi pour Tom. Donc, c'est le fait qu'il se rende à ce point disponible est le signe d'une grande inquiétude chez ce soignant quand même. Voilà. Et, euh, et en effet, c'est un peu ce que j'ai, comment dire, ça fait partie des choses que j'ai vraiment soignées, c'est-à-dire avec peu de scènes, essayer de faire sentir qu'ils se connaissent vraiment depuis des années. Et qu'il il y a une confiance entre eux et un naturel aussi qui fait qu'ils peuvent se permettre que le médecin peut se permettre plein de choses qu'il ne pourrait pas se permettre de dire ou de faire avec un patient plus nouveau, et qui est aussi euh, un lien, oui, irremplaçable pour cet homme qui quand même est si seul, c'est-à-dire Gabriel, c'est quand même quelqu'un de très très seul. Et j'ai essayé, oui, en peu de scènes, de faire sentir que ce médecin, lui, il sait qui c'est, il le connaît, oui, vraiment. Est-ce que vous vous êtes mis à la place d'Éden? Est-ce que vous vous êtes placé à sa place? Est-ce que vous auriez confié votre fils à Gabriel? Est-ce que vous auriez envoyé votre enfant en plein confinement dans cette maison? Oui, tout à fait, parce que c'était pas censé se passer comme ça. Donc en fait, oui, oui, complètement. Les choses n'étaient pas censées se passer comme ça, se passer si mal. Et oui, bien sûr qu'on peut envoyer en plein confinement. De toute façon, l'histoire que je raconte, c'est qu'en fait, elle travaille tellement et en plus, elle vient de déménager et lui, il n'a pas d'emploi. C'est lui qui a la garde de Tom pour l'instant.
Les choses évolueront peut-être, mais il n'empêche qu'à ce moment-là, c'est lui qui a la garde de Tom. Donc, d'une façon générale, elle lui fait confiance. Oui, elle n'a pas le choix, dans tous les cas. Et comment? Elle n'a pas le choix. Eh ben, elle pourrait avoir le choix. Elle aurait pu décider de ne pas quitter la région. Non, j'ai pensé à tout ça, vraiment. C'est que en fait, elle est comme le psychiatre, elle le connaît bien. Elle sait. Euh, Elle le connaît bien. Le fait est que les choses ne se sont pas passées comme prévu et ça, ils n'en sont pas responsables, ni l'un ni l'autre, sans C'est dévoiler la suite de l'histoire. c'est très difficile. On marche sur un fil hein, depuis tout à l'heure, Ouais, j'essaye. Hein. ouais, Mais j'essaye de pas. c'est très Voilà, difficile. mais Aurélie, c'est à toi. Bonsoir. bonsoir. Je vais faire très très attention aussi. J'avais trois, enfin deux choses et puis une question. La question, c'est de savoir si on s'est déjà vu parce que entre le prénom de votre personnage principal et le nom du doudou, je me suis dit en fait Maya est venue chez moi parce que bon, la maison même. Enfin voilà, donc du coup j'ai un peu tremblé à la maison. En fait, j'ai Alors, Lapidou, ça vient d'un livre pour enfants que j'adore. Et où le personnage principal s'appelle Lapidou et c'est un livre dont le nom de l'autrice m'échappe malheureusement et qui a un dessin au crayon à papier. C'est un dessin d'une délicatesse totale. C'est vraiment un livre pour enfants sans, je sais pas comment dire, sans esbrouf. C'est on ne peut plus simple. C'est du crayon de bois. C'est très joli. ouais. Et c'est de là que vient le nom de ce doudou, Lapidou. Voilà. Sinon, c'est le nom du doudou de ma fille Gabrielle. Et, non, donc ma question, c'est parce que du coup, oui, on a parlé de la peur et de la tension qui monte et tout, mais moi j'ai ri beaucoup. Ah, Des moments ouais, où j'ai ri et je me suis oui. demandé si ces moments où, où on se dit non mais quand même et on se marre, c'était volontaire. Ah oui, 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 complètement. C'est complètement volontaire. C'est complètement volontaire. Moi, en fait, je travaille vraiment à partir de l'angoisse que je transforme en peur, mais j'ai pas du tout envie d'accabler le lecteur. Pour moi, j'ai envie de donner une forme à tout ça. Et pour donner une forme à tout ça, il faut un peu de distance. Mais pas trop. Donc, voilà, le comique, pour moi, est peut-être mieux que l'ironie, parce que du coup, on peut se permettre de passer du tragique au comique très rapidement. Et par ailleurs, un truc dont je me sers énormément, c'est les changements de registre de langue. Parce que je peux avoir un certain registre de langue pour faire une description, puis quand je vais passer au dialogue, je vais mettre plein de gros mots. Enfin, voilà, et j'espère que ces changements brusques créent aussi du rire de temps en temps. Ben, ça marche. Bah, tant mieux. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas du tout d'accabler qui que ce soit, c'est de donner une forme et de donner à penser à tout ça. Voilà. Donc, Merci. merci à vous, En que je ne parlant, connais pas. en parlant de doudou, il y a aussi ce conte chinois, le Oui, Daimen tigre, qui est cité deux fois dans le texte. oui, Une importance aussi oui. par rapport à Tom. C'est quoi ce conte-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez lu et qui vous a forcément Oui, marqué pour l'insérer? Qu'est-ce tout qui se à passe fait. avec ce conte? Oui, oui, tout à fait. C'est un conte que j'aime beaucoup. Alors, il est publié. Alors, c'est un conte chinois, c'est un conte traditionnel qui est raconté par je sais Guillaume plus Olivier. quel. Voilà. Donc, non, non, c'est un conte que j'aime beaucoup et justement que je trouve très intéressant sur la peur. Vraiment, très intéressant. Et je trouve très intéressant de le lire à des enfants. Et c'est très intéressant aussi d'y réfléchir avec des enfants. Et je pense que ce faisant, c'est l'occasion pour l'adulte de re-réfléchir à ça, de re-réfléchir à, à ce qu'est la peur et ce qu'on en fait, ces peurs d'enfants, mais aussi d'adultes. Voilà, je trouve ce conte, pour dire les choses de façon très terre à terre, je le trouve très utile, en fait. Moi, je considère souvent, j'adore les contes, j'adore cette forme narrative, mais pour moi, c'est très souvent, enfin, c'est comme ça que je les lis, en fait, c'est toujours comme ça que je les ai lus. Pour moi, c'est des manuels de survie pour les enfants. C'est pas des trucs complètement, euh, comment dire, euh,
même le merveilleux n'empêche pas que pour moi, ils sont très terre à terre. C'est des manuels de survie pour les enfants, pour essayer de leur faire comprendre de façon métaphorique les dangers réels, les ressources qu'ils peuvent avoir ou qu'ils peuvent trouver, comment se défendre, et leur donner des pistes d'autodéfense, on va dire, de façon métaphorique et sans ruiner leur imaginaire par des choses qui ne sont pas de leur âge, quoi. Voilà. Très bien. Je pose deux questions récurrentes à chaque auteur qui passe ici. La première, c'est celle du personnage de fiction dans lequel vous aimeriez vous incarner pendant 24 heures ou plus, si affinité. Qui avez-vous choisi, Maya? Alors, j'ai pas mal réfléchi et assez vite, j'ai pensé à Hans Castorp de la Montagne Magique. Donc, c'est ce personnage qui part visiter son cousin dans un sanatorium suisse. Et donc son cousin est tuberculeux. Lui, il va dans ce sanatorium pour le visiter et puis en fait, il n'en part plus. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, c'est la première idée que j'ai, donc je la garde. Après, il faut que je trouve pourquoi. Alors après, je me suis dit pourquoi. Mais je pense que vivre dans un sanatorium suisse, déjà, ça me fait complètement triper. C'est quelque chose, le fait qu'on puisse s'occuper de moi, c'est mon côté peut-être mère de famille asthmatique qui fait que tout conjugué là-bas, pour moi, ce serait euh, d'un repos merveilleux. Et voilà, c'est toute cette atmosphère où les adultes sont traités comme de grands bébés, en fait. C'est pour, je sais pas, pour ceux qui l'ont pas lu, en fait, on soigne les gens en les mettant sur des chaises longues à l'extérieur. Donc, ils sont dans le froid, mais ils sont enveloppés dans des couvertures de fourrure, des couvertures de laine aussi, des couvertures extrêmement chaudes. Donc, il y a un chaud-froid comme ça. Donc, en fait, c'est que des adultes emmaillotés comme des nourrissons, en fait, à l'extérieur, et qui sont censés soigner leurs bronches de cette façon. Et au gré comment dire, de cette cure, bah, ils mangent ensemble, ils font des promenades et ils parlent de la littérature et puis ils font tourner les tables. Parce qu'en fait, c'est un sanatorium à un moment donné où la tuberculose est vraiment la nouvelle peste noire en Europe, on va dire. Donc les gens meurent quand même enfin, très fréquemment, y compris quand ils sont très jeunes. Et donc du coup, bon, bah, les morts qui disparaissent, on les rappelle en se réunissant le soir autour de guéridons pour les faire revenir. Et voilà, c'est ce Hans Castorp que j'aimerais être. Mais voyez, encore un homme, mais pour une journée, une nuit, mais même plus, hein, même une année, hein, c'est une année entière, ça m'irait. C'est pour ça que je dis que vous êtes à contre-courant, puisque aujourd'hui, on est quand même baigné dans une autofiction constante, un narcissisme exacerbé, et vous prenez à chaque fois le contre-pied. Et là aussi, je trouve ça très intéressant. Ça en dit beaucoup, en tout cas, sur l'autrice que vous êtes. La deuxième question, c'est celle de l'auteur méconnu ou un livre méconnu que vous aimeriez remettre Oui, au goût du jour. Qui là est... j'hésitais entre deux. Alors je vais Alors, dire vous le avez le premier, droit aux donc je deux, vais Maya. pas. J'ai droit aux deux. Alors, il y en a un qui est un Allemand qui s'appelle Lutz Zeiler et qui a écrit, donc c'est publié chez Verdier. Il a écrit Crusoe, qui est un chef-d'œuvre absolu, mais vraiment un chef-d'œuvre absolu. Et il a écrit Stern 111. Donc, il était poète, c'est un ouvrier de l'Allemagne de l'Est qui doit avoir à peu près mon âge, je pense une cinquantaine d'années, et qui a fait beaucoup de poésie avant de se tourner vers le roman. Et Crusoe, c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est un peu comme la montagne magique. D'ailleurs, c'est de la littérature germanophone aussi, et ça a beaucoup à voir avec la montagne magique. Là, c'est une île, mais ça a beaucoup à voir. Mais je ne vais pas vous raconter d'histoire. Je tiens juste à vous le conseiller parce que vraiment, il y a trop peu de gens qui l'ont lu en France. C'est une merveille absolue. Et d'ailleurs, quand j'ai échangé avec Alain Nicolas de l'Humanité, qui est journaliste littéraire. Je me suis rendu compte que lui avait écrit sur tous les livres de Lutz Zeiler, alors que je connaissais aucun autre lecteur de Lutz Zeiler. Donc ça m'avait beaucoup ému. Mais c'est donc pas vraiment lui dont je voulais parler, c'est plutôt d'un auteur français qui s'appelle Franck Manuel,
Franck Manuel, il est publié chez Anacarsis essentiellement, et il a aussi publié un livre chez Cambourakis. Son dernier livre, ça s'appelle À creux perdu. Et lui, en fait, pareil, je trouve il est trop négligé, alors qu'il a une œuvre maintenant. Il a une œuvre, hein. C'est-à-dire, je sais pas, il a dû écrire 6 7 romans, à chaque fois des romans à la lisière du genre, soit fantastique, soit l'enquête, soit même la SF, pour 029 Marie. Du document aussi. Donc, À creux perdu, c'est son dernier qui est absolument magnifique. Et donc, il déploie comme ça, de livre en livre et de genre en genre, quelque chose quand même qui a à voir avec bah, la mort, les cadavres, finalement quelque chose d'assez gothique dans son imaginaire. C'est une écriture magnifique. Et je ne... Alors, à la fois, je comprends pas pourquoi il a jamais vraiment percé. À la fois, je sais bien pourquoi. C'est une écriture très dense, quand même. Très, très dense. Donc, peut-être que... il a... Bon, je sais pas. C'est pas une vraie raison, en fait, ça. Je sais pas. En tout cas, voilà, Franck Manuel. J'aime beaucoup. Et puis, je, je pense que... En fait, je me suis souvent dit, même si je le connais pas, j'ai jamais rencontré, je sais pas qui c'est. Par contre, je me suis souvent dit que je me sentais moi un peu compagnon de route de lui, même à distance, même de loin. Euh, Parce que justement, dans son rapport au genre, dans son rapport au fantastique, au gothique, voilà, dans son rapport à ça, et dans le fait euh, comment dire, d'être toujours entre deux, quoi. Il De passe pas de l'un avoir à de l'autre. cases. De pas avoir de Comment? cases. De pas avoir de cases. De pas avoir de case, c'est ça, parce qu'il passe de l'un à l'autre. Et ça, je pense que je n'ai pas réussi à trouver de réponse, mais ça veut quand même dire quelque chose quand on navigue entre plusieurs eaux comme ça. Et ça me rappelait, ce que j'y réfléchissais, enfin, j'y rêvassais tout à l'heure, et ça me rappelait une image que j'avais beaucoup aimée dans un film de Axel Ropert et Serge Boson. Alors, je crois que c'est ce film-là qui s'appelle... j'ai oublié, la famille Volberg peut-être, je ne sais plus. En tout cas, il y a Serge Boson, qui lui aussi navigue entre des tas d'eaux différentes, et qui explique à son fils, euh, qui va très mal, un jeune adolescent qui va pas bien, et il dit, bah oui, parfois la vie, c'est pas simple, et moi, en fait, j'essaye à la fois d'être dans la vie normale et à côté. Et donc la vie normale, c'est dans la maison, et à côté, c'est de l'autre côté du seuil de la maison. Et il saute à pieds joints d'un côté et de l'autre, en disant parfois je suis là, parfois je suis là. Et il saute, il saute. Et au bout d'un moment, il sue, il est tout rouge et dit oui, c'est un peu fatigant. Et c'est ce que je me dis de Franck Manuel, ça doit être un peu fatigant de passer comme ça d'un genre à l'autre. Et en même temps, je me sens proche de lui de ce point de vue-là. Le rêve, l'imaginaire, vous avez tous les symptômes d'une poète, Maya Thirier. Le roman, il a des instants de poésie forts également. Qu'est-ce que vous y mettez derrière? Qu'est-ce que vous mettez derrière la poésie? Est-ce que c'est un topic, entre guillemets, où vous arrivez à aussi vous éclater à travers tous les autres genres? Est-ce que ça fait partie des genres que vous aimez particulièrement? Est-ce que vous en lisez aussi? J'en lis très peu, trop peu. Et je pense que c'est pour des mauvaises raisons de complexe un peu. J'ai toujours l'impression que je ne sais pas lire la poésie. Donc j'en lis un peu. Euh, Par exemple, enfin, le hasard fait que j'ai découvert l'œuvre de Frédéric Fortet en l'entendant dire ses poèmes à la Maison de la Poésie. Et le fait de l'entendre les dire m'a fait entrer dans son œuvre. Donc j'aime vraiment beaucoup les lire et je ne sais pas en parler. Je sais pas en parler. Et, et je pense que je lis pas assez, je lis pas assez de poésie, je vous dis, un peu par complexe, l'impression de pas savoir les lire. Je pense que beaucoup de lecteurs ont été traumatisés dans leur enfance par certaines poésies à réciter par cœur. Euh, est-ce que vous imaginez un Sans Éden, mais au cinéma, avec votre œil cinématographique? Est-ce que finalement vous avez envie potentiellement de développer quelque chose autour de Sans Éden?
Est-ce Oh que... oui, je pense que ça s'y prête. Je pense que ça s'y prête vraiment. Donc, il y aurait toute une partie, la partie la plus introspective, la plus intimiste, qui aurait du mal à être portée à l'écran. Mais oui, oui, je pense que ça s'y prête et que ça me plairait. Très bien. Même si en ce moment, je suis plus sur enfin, je travaille davantage sur mon prochain roman que sur une adaptation au cinéma. Mais oui, oui, je pense que ça s'y prête totalement. Est-ce qu'on peut en savoir plus d'ailleurs sur le prochain roman? Sur le prochain Quelques roman, bribes. écoutez, comment? Quelques bribes, hein. On ne veut pas tout savoir. On va déjà profiter de Sans Éden et on reparlera l'année prochaine peut-être ou dans 2 ans du prochain roman. Mais quelques bribes, est-ce que ça se rapproche de cela ou pas? Est-ce que ça a des liens avec le premier roman, le véritable, entre guillemets, que vous aviez déjà écrit? Comment vous travaillez justement avec ces trois œuvres qui gravitent autour l'une de l'autre? Ben, oui, ça a à voir avec les deux. Enfin, oui, c'est dans la continuité. C'est toujours, je vous dis, cette même façon d'écrire et puis cette même patte des personnages, on va dire, qui, à mon avis, changera pas vraiment, même si les personnages changent. Je pense qu'il y a une. Voilà. Mais que vous dire? Ce que je peux vous dire, c'est que j'essaye de trouver une forme, c'est toujours pareil, hein, c'est de trouver une forme avant même si les personnages, le personnage principal, oui, les deux personnages commencent à les avoir. Euh, il y a une femme de mon âge, donc ça c'est mon grand défi, d'avoir comme personnage principal une femme qui a mon âge. Et non, Mais, je crois que je suis pas capable de le raconter. mais est-ce qu'on sera sur les mêmes thématiques, sur le silence, sur le non-dit, sur la peur, est-ce qu'il y aura des thématiques communes? Et ma deuxième question, Maya, c'est que qu'est-ce que ça dit de vous si vous n'arrivez finalement pas à parler aussi de la femme que vous êtes, de l'autrice que vous êtes? Est-ce que ça veut dire que justement, on n'est jamais très objectif sur soi-même ou en tout cas sur ce qu'on croit voir? Est-ce que c'est une sorte de vie Alors, fantasmée, vie rêvée? Je sais pas. non, c'est pas ça. Je pense qu'en fait, je pense qu'il est très rare, mais ça, voilà, je vais vous dire les choses comme je le pense. Il est très rare que l'écriture de soi soit honnête, soit de bonne foi. Je trouve que c'est très rare. Alors, par exemple, Lutz Zeiler, dont je parlais tout à l'heure, il fait l'autofiction que je trouve, je ne le connais pas, mais je trouve que sa façon de faire l'autofiction est très peu narcissique, très tournée finalement vers les gens qu'il a croisés. Et je la trouve juste, mais je trouve ça extrêmement rare. Et je pense que ça demande justement d'avoir, comment dire, réglé ces excès narcissiques. Bon, tout le monde n'en est pas capable. Et je pense qu'en fait, je pense la vérité, enfin une certaine vérité, euh, doit passer par la fiction. Voilà, c'est pour se dire, parce que sinon on est empêtré par l'ego, empêtré par l'image qu'on donne de soi. Je trouve qu'il y a trop peu de vérité dans ces récits-là. Voilà, c'est tout simplement ce que je pense et je pense que je n'échapperai pas à ce travers. Donc c'est un détour que je fais pour essayer de dire les choses les plus vraies possibles, les plus justes possibles. Par exemple, euh, euh, non, mais voilà, Tout à l'heure, vous parliez de figures cinématographiques qui vous ont aussi un petit peu construite. Mais les figures littéraires, finalement, excepté les deux merveilleuses références indépendantes et très méconnues pour le coup, et ça c'est génial. Euh, mais finalement, quelles sont les grandes figures littéraires qui vous ont inspiré, qui vous ont forgé, formé à être écrivaine? euh, bah alors déjà, avant même de figure littéraire, c'est simplement, enfin, je pense que le plus beau souvenir de ma vie, c'est quand j'ai appris à lire. Enfin, l'apprentissage de la lecture, enfin, je pense comme beaucoup de gens, hein, mais je m'en souviens comme d'une joie intense, vraiment. Donc, avant même de parler de figure littéraire, il y a cette joie de décoder
un langage, enfin de comprendre, et oui, et c'est en lien avec les indices. Je pense que c'est aussi pour ça que j'aime autant la question du thriller ou du côté un peu policier, etc. C'est que la lecture, c'est ça quand même, c'est déchiffrer des signes, et c'est à un moment donné décoder quelque chose. Enfin, tout enfant, à un moment donné, déchiffre la pierre de Rosette, et c'est une joie extraordinaire. Et donc pour moi déjà, c'est ça la littérature avant tout, c'est comprendre, déchiffrer un code, déchiffrer quelque chose, cette joie-là, ce plaisir-là, il est avant tout. Et après, bon, moi je lisais énormément, donc je sais pas, par exemple, ça va être Michel Strogoff, c'est un souvenir de lecture génial. Mais après, peut-être que le premier auteur où vraiment j'ai relu pour le style et pas pour l'histoire, ça a été Flaubert. Euh, Flaubert a été très, 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 très important pour moi, l'éducation sentimentale et Madame Bovary. Je les ai lus vraiment plusieurs fois, très jeune. Donc ça, voilà. Et après, il y a eu Proust. Moi, j'ai passé des années à lire que Proust. Donc, on a tourné un peu en rond dans la recherche. C'était mon domaine de recherche, donc ça m'allait bien, mais ça a duré longtemps. Voilà. Euh, je suis venue à la littérature contemporaine plus tard, en fait, un petit peu plus âgée. Très bien, de Mais belles je choses. pourrais en citer tellement. C'est bon. Et Aurélie a une remarque en effet intéressante, puisque maintenant qu'on a entendu parler du livre, de vous-même et des personnages, en effet, on a aussi l'impression que vous y mettez beaucoup de vous, finalement, dans ce roman. Il y a des petites caractéristiques, en tout cas, que ce soit l'asthme, que ce soit la peur, que ce soit, en effet, un personnage particulier dont on ne peut pas parler, le comte Dudin, l'obsession. Elle a raison, c'est vrai que, finalement, il y a finalement un petit peu de vous, quand même, de manière Ah, moi, détournée. beaucoup. Moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de moi. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est dessiné, mais c'est mis en scène. Oui, du coup, au sens propre, c'est un fantasme, c'est vrai, puisque c'est ça, c'est la mise en scène de différentes parties de moi. Donc, c'est c'est comme, oui, c'est vrai qu'on pourrait le décoder. Finalement, les premiers psychanalystes d'enfants, ils faisaient ça, ils donnaient des jouets aux petits, ils les laissaient jouer avec leurs jouets, et puis ils essayaient de comprendre ce que ça racontait. Oui, on pourrait faire tout à fait la même chose avec mon roman, c'est mes jouets. Est-ce que d'ailleurs, maintenant que vous êtes en formation de psychologue, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez donner à un stagiaire, un alternant, je ne sais pas, mais à travers le roman, justement, de décoder qui est Maya Thirier? Ça peut être Non, intéressant. non, 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 sûrement pas. Et puis, d'ailleurs, c'est une question que je me pose beaucoup, de savoir avec quel type de public je vais travailler pour pouvoir continuer à écrire librement des histoires pas toujours très rassurantes. Voilà, c'est une question que je me pose. Et je pense me diriger vers des publics qui sont peut-être pas lecteurs, tout simplement, que ce soit dans la clinique du handicap ou des tout petits ou la néonatalité, je sais pas encore, mais il va falloir que je trouve un domaine, et il y en a plein qui me passionnent, qui me laisse libre d'écrire en toute liberté sans heurter quiconque dont je serais censée m'occuper. Ce qui est loin d'être évident, on l'a vu récemment avec un certain concours. C'est loin Alors moi, je trouve que oui, ne pas nuire, c'est important. Donc là, dans l'exercice de mon métier, oui, je vais me diriger je vous dis, vers des publics. Voilà, je pense que ni des bébés, ni des non-lecteurs ne pourraient être défavorablement impactés par mes histoires rocambolesques et plus ou moins angoissantes. Eh bien, Maya, pour conclure cette rencontre, c'est à vous pour le second extrait. Ah oui, le second extrait. Vous me dites si c'est trop long, hein, parce que je... Non, non, ça devrait aller. Donc là, Gabriel est dans le jardin, il n'est pas très en forme. C'est le matin très tôt, enfin pas très en forme, c'est un euphémisme. Il est tout nu dans le jardin, il est en train de faire pipi avec la chienne d'un voisin. Ils font un peu une espèce de marquage territorial dans le jardin. Et puis tout à coup, la chienne semble
terrorisée par quelque chose. Donc, Gabriel, fasciné, observe cette danse étrange où la chienne joue le mouvement de la fuite et se fige, subitement paralysée par quelque sortilège, comme dans ces cauchemars où l'on n'en finit jamais de vouloir s'échapper, prisonniers que nous sommes de nos corps endormis, ces cauchemars qui nous épuisent davantage que l'éveil. Brusquement, Marc-Antoine se matérialise sur la droite. L'entrée en scène est abrupte. Il fonce, bouche ouverte, sur la chienne qui lui tourne le dos, tout en tournant la tête vers lui, dans un geste paradoxal, circulaire, de fuyard pétrifié par la peur. De l'autre côté du jardin, Gabriel, muet et immobile, bras ballants, planté en terre comme un peuplier éthique, inspire et expire, persistant dans sa passivité hallucinée, observant de tous ses yeux comment la pauvre bête mime, de la pâte et de l'encolure, le geste du départ et ne part pas, comment elle dit son désir de fuite et reste là à attendre sa rouste. Marc-Antoine l'attrape par la peau du cou et se met à la battre. Alors, Gabriel se meut. Gabriel entre pour de vrai en action. Lentement, il s'interpose, c'est-à-dire qu'il s'approche, nu et lent. Et comme il ne sait pas trop quoi dire, il attrape le bras droit de Marc-Antoine et le serre fort. Quand l'autre, stupéfait, essaie de se dégager, d'utiliser son bras gauche pour se défendre, Gabriel le lui attrape également et le serre également fort, de sorte qu'il tient Marc-Antoine, immobile et furieux, dans ses pinces. Il regarde l'écrivain Plister et il le trouve ridicule. Par ailleurs, il ne sait toujours pas quoi dire, alors il se tait. Marc-Antoine hurle, peut-être de peur. Et après tout, on le comprend, les yeux de Gabriel sont terriblement absents, et sa nudité, hors sujet, dans le froid matinal. Non mais t'as vu sa taille, son poids, si elle s'en prend à Tom, c'est moi le responsable. Faut qu'elle comprenne qu'ici, c'est plus chez elle. Wow, wow, wow. Gabriel a lâché Marc-Antoine. Il tient ses mains en l'air, comme dans les westerns quand on veut montrer qu'on n'a pas d'armes. Et il a retrouvé la parole. Comment ça, c'est plus chez elle? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah oui, Blanche, c'est la chienne à Jean-Michel. Gabriel et Tom sursautent follement. L'enfant, qui depuis le perron a assisté, muet de rage et d'amour, au spectacle de Marc-Antoine et son père, est estomaqué. C'était la chienne à Jean-Michel. Il pense à sa mère tout à coup, si violemment qu'il croit percevoir sa présence dans son dos. Sa mère, qui le reprend toujours, sèche, presque méchante, quand il commet une faute de français, et en particulier celle-ci, la sœur à mamie, le chat à la voisine, qu'elle trouve non seulement grossière mais risible. Sa mère, si méprisante sur ce chapitre que Tom est rouge de honte quand elle de ses amies commet une faute de cet acabit devant elle. Le petit garçon sent distinctement sa mère qui, dans son dos, s'approche et lui souffle à l'oreille. Ce Marc-Antoine ne peut pas être écrivain. Et Tom lui répond muettement qu'il le sait bien. T'inquiète, maman, j'ai tout compris. Bien sûr que cet homme qui dit être écrivain n'est pas écrivain, que cet homme qui dit aimer les animaux n'aime pas les animaux, et qu'il n'a pas été à Yellowstone non plus, contrairement à ce qu'il prétend, ce qui commence à faire beaucoup pour un seul homme. Merci Maya. J'ai vu les regards effarés des profs de français quand vous avez dit la chienne à Jean-Michel. Ça va, tout va bien. Ce n'était donc pas une faute. On va prendre une petite photo de groupe avant de nous quitter. Voilà, préparer. Alors, moi aussi, j'ai, oui, je fais comme ça. Parfait, nickel. Je peux pas le faire parce que je peux pas prendre la capture d'écran en même temps, mais ok. 3, 2, 1, et c'est bon, parfait. Merci beaucoup, Mais Maya. merci beaucoup à vous. Vraiment, c'était un plaisir. Et puis, c'est très touchant, en fait, comment dire, de rencontrer des lecteurs bah, que je connais pas personnellement. Enfin, c'est très touchant que vous soyez à cette heure-ci concentrés sur mon travail. Voilà. Merci vraiment Un beaucoup. plaisir. Et on avait eu la chance de vous voir à la soirée Evelyl en amont de la rencontre, C'est ce qui vrai. est très rare. C'est vrai. Merci Maya. À très vite. Merci à vous. Et on vous souhaite le meilleur pour cette rentrée littéraire. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.